Bienvenue à l'émission Un jour à la fois, en compagnie de Luc et son équipe. Bonjour à vous, ici votre animateur Luc, et je vous souhaite la bienvenue à l'émission Un jour à la fois, une émission dédiée au mouvement des alcooliques anonymes. Le petit préambule des AA. Les alcooliques anonymes sont une association de personnes qui partagent entre eux leur expérience, leur force et leur espoir, dans le but de résoudre leurs problèmes communs et d'aider d'autres alcooliques à se rétablir. Le désir d'arrêter de boire est la seule condition pour devenir membre des AA. Les AA ne demandent ni cotisation ni droit d'entrée. Nous nous finançons par nos propres contributions. Les AA ne sont associés à aucune secte, confession religieuse ou politique, à aucun organisme ou établissement. Ils ne désirent s'engager dans aucune controverse. Ils n'endossent et ne contestent aucune cause. Notre but premier est de demeurer abstinent et d'aider d'autres alcooliques à le devenir. Nous recevons cette semaine, comme à chaque semaine, un invité qui est membre des Alcooliques Anonymes qui va venir nous parler de sa vie, de sa vie avant l'alcool, de sa vie pendant l'alcool et de sa vie surtout après l'alcool. L'invité de cette semaine, j'ai eu la chance de jaser un peu avec et sa vie après l'alcool, il y a beaucoup d'années au compteur et j'ai hâte d'entendre ça, toute cette expérience-là. Et je vous laisse le découvrir à l'instant, c'est Serge. Bonjour mes amis, mon nom est Serge, je suis un alcoolique admis à accepter une journée à la fois. Pour commencer, je vais vous commencer comme ça. Moi, j'ai commencé... premièrement, je suis né d'une famille avec des bons parents. Ça, je tiens à le dire, parce que c'est pas l'alcoolisme a fait que j'avais des mauvais parents, j'avais des bons parents. Jusqu'à l'âge de 9 ans, on était une famille modeste, on n'avait pas d'argent, puis mon père pouvait pas me donner d'argent pour des dépenses, il n'avait pas. Fait que moi, j'ai commencé à travailler à l'âge de 9 ans. À l'âge de 9 ans, j'ai commencé à 12 ans à prendre mon premier verre. J'ai commencé à prendre une bière avec un de mes amis qui était comme moi, qui faisait d'ouvrage à cette place-là. On était dans le sous-sol, puis on a décidé de prendre une petite bière ensemble. J'ai bien aimé ça. Je saute des étapes parce que c'est pas important le fait que comment j'ai bu, qu'est-ce que j'ai bu, ainsi de suite. Mais je tiens juste à m'identifier comme alcoolique. À l'école, moi, j'étais un gars que j'aimais pas l'école. J'ai fini en 6e année. D'ailleurs, j'ai laissé l'école à l'âge de 15 ans. Et puis, j'avais triplé ma 6e année, fait que j'étais pas trop studieux. À 15 ans, j'ai commencé à travailler pour un de mes oncles. Là, à 15 ans, je commençais à boire plus régulièrement, mais pas d'une façon abusive. J'avais du plaisir. À 15 ans, j'ai commencé à aller au club. Dans ce temps-là, c'est en 67, ça. Là. Mais avant 67. On avait le droit d'aller dans les clubs juste à l'âge de 21 ans. Mais comme je connaissais le doorman, il me laissait rentrer. Fait que j'ai commencé à boire à 15 ans. De 15 ans à 18 ans, c'était pas un gros problème. Tu sais, on avait du plaisir, puis il y avait pas de problème. À 18 ans, je travaillais dans la plomberie. Je me suis allé travailler sur le barrage de Manicouagan, Manic 5. Là, j'ai fait beaucoup d'argent. Là, il y avait beaucoup d'hommes. On était 5000 travailleurs. J'étais le plus jeune dans la gang. J'ai vraiment appris à boire. Là, j'ai bu déraisonnablement, puis ouais. J'ai fait ça pendant 2 ans. Mais encore là, j'avais du plaisir. Il n'y avait pas de problème, j'avais pas de problème de santé. Mon comportement était normal. À l'âge de... Ça a commencé plus vers l'âge de 21 ans. À 21 ans, j'ai commencé là vraiment à sentir que je perdais mes capacités. Là. J'étais plus joyeux. J'avais des problèmes. J'avais des problèmes de santé. J'avais des problèmes... au niveau de la boisson. Je prenais beaucoup de bière. Moi, j'étais un buveur de bière, j'étais pas un buveur de fort. Et puis, là, les amis commençaient à s'en aller autour de moi. J'avais des obsessions de suicide. Ça, j'en parle beaucoup des obsessions de suicide parce que ça m'a suivi pendant des années. De 21 ans à 23 ans, c'était la déchéance.
J'étais plus capable. J'ai rencontré une femme. J'étais fiancé avec une fille. 3 mois avant de me marier, je l'ai laissé. Parce que je voyais que j'aurais pas... C'était une chance que j'allais y laisser parce que ça aurait pas été une réussite. Là, je saute beaucoup d'étapes. Je passe vite, là, mais 1977, c'était l'année de l'Expo. C'était l'année où j'ai vraiment dégringolé. J'ai vraiment eu beaucoup d'obsessions de suicide. Mon état de santé physique était vraiment amoché. J'étais quand même jeune, j'avais 23 ans. L'Expo 77, j'ai été là tous les jours, mais j'ai presque pas visité de pavillon. J'étais toujours au Garden Carter Saloon. C'était une place où c'était ça le fun, j'aimais ça, je aimais l'ambiance, puis j'allais là, puis je l'ouvrais, puis je le fermais. Fait que c'est ça que j'ai fait pendant l'Expo 77. Disons que, à un moment donné, moi, je restais chez mes parents, puis à un moment donné, mon père j'aimais beaucoup mon père. Puis là, mon père était bien tanné de me voir boire de même, et ainsi de suite. Puis là, il m'avait demandé de m'en aller. Il dit, on peut plus te garder, tu resteras pas avec nous autres. J'en parle, puis vraiment, mon père avait des larmes aux yeux, parce que je suis son seul fils, puis il me mettait dehors. Moi, je lui ai dit, ben là, donne-moi une chance, je te promets que je boirai plus. J'avais un de mes oncles qui s'appelait Alfred, qui était dans les alcooliques anonymes, qui me voyait aller quand je buvais. Puis je m'avais dit, si un jour t'as besoin d'arrêter, tu sens besoin de te faire aider, va à l'église Saint-Jacques sur la rue Saint-Denis puis Sainte-Catherine, au sous-sol. Puis les gens vont t'aider, là. Tu vas avoir de l'aide. Ça m'avait resté dans la tête. Mais à cette époque-là, 23 ans, dans les alcooliques anonymes, il n'y avait pas beaucoup des jeunes. Puis moi, m'en aller là, c'était comme m'en aller dans une place où il y avait plein de personnes, des itinérants, on appelait ça des robineux dans le temps. Puis moi, je ne tentais pas pantoute d'aller là. Mais là, je me suis dit, je vais y aller, je vais essayer. Puis, comme j'avais dit à mon père, je te jure, j'en prendrai plus, je vais arrêter. Fait que, je me suis en allé à l'église Saint-Jacques, mais j'avais plus l'intention de me suicider. Ça, le suicide, j'en parle beaucoup parce que ça, c'est beaucoup de gens, beaucoup de membres dans les alcooliques anonymes qui ont vécu ça, puis il y en a qui le vivent encore. Puis l'obsession de suicide, c'est pas facile à vivre. Fait que je me suis en allé là en me disant, si ça marche pas, mais je reviens, j'avais une carabine dans le garde-robe chez nous, je vais me tirer une balle dans la tête. À cette époque-là, moi, l'être suprême, pour moi, c'était loin. Hein. Je croyais, dans le fond, mais je voulais pas croire. Tu sais. Je m'occupais plus de ça. Dieu, pour moi, c'était comme pas vrai. Là, tu sais. Mais je pense que à ce moment-là, Dieu était là, même si moi, je n'étais pas conscient, pour me protéger. Vous allez comprendre pourquoi. Quand je suis arrivé aux Alcooliques Anonymes à l'église Saint-Jacques, le gars qui m'a accueilli, il s'appelait Roger V. C'est comme hier, j'en parle, c'est comme hier. Puis Roger me dit, il m'a accueilli, puis il m'a donné la main, puis il m'a dit, mon nom c'est Roger V, je suis un alcoolique. Il avait tout le côté du corps un peu ankylosé, la face un peu descendue. Puis il dit, je me suis tiré une balle dans la tête, puis je suis pas mort grâce à la Sainte Vierge. Lui, il dit, croyez à la Sainte Vierge. Moi, je pense que Dieu avait placé cet homme-là pour moi, parce qu'il était là, puis moi, c'est ça que je voulais faire le même soir. Fait que là, il y a des gars qui sont venus me voir, puis ils m'ont dit, va t'asseoir, écoute, puis dans ce temps-là, on disait pas ça de même. C'était pas comme aujourd'hui, l'alcoolique anonyme. On disait, va t'asseoir, ferme ta gueule, puis écoute. C'est le même qu'on parlait. Parce que dans ce temps-là, c'était plus strict un peu. Tu sais, c'était plus dur. Il y avait pas des belles paroles comme aujourd'hui. « Fais-toi-en pas, mon petit pit, puis on va s'arranger, puis tu vas voir, ça va bien aller. » Regarde, si t'es pas content, va boire, puis quand t'auras fini, tu reviendras. J'ai entendu ça souvent, tu sais. À cause de mon âge, t'as pas échappé ce que j'ai bu sur ma cravate. Tu sais, mais c'était pas ça, tu sais. Moi, je buvais
à peu près une caisse de 24 par jour, là, quand c'est à peu près, là, tu sais. J'étais vraiment branché, là, sur l'alcool. J'avais besoin d'aide. J'avais vraiment besoin d'aide. J'ai eu 3 parrains dans A. Mon premier parrain, il s'appelait Léo. Et puis les 3 parrains que j'ai eus, les 3 parrains m'ont donné une leçon de vie. Le premier parrain, Léo, lui m'a aidé dans mes étapes, à mon intégration dans A, m'impliquer, faire ça, va lire les étapes, et puis ces choses-là, tu sais, il m'aidait beaucoup, parlait beaucoup. Mais Léo, c'est un gars qui c'est un ancien gars de Corée-Vigée, un robineux. Puis lui a été arrêté de boire, ça faisait à peu près 3 ans. Puis à un moment donné, il a retourné boire. Il a rechuté. Puis il s'est retrouvé aux mêmes places où il était quand il avait lâché. On entend ça souvent, puis c'est vrai. Si tu retournes sur la rechute, t'as des grosses chances de retourner où tu étais quand tu avais arrêté. Lui, il a retourné au Corée-Vigée. Parfois, je le voyais sur la rue Saint-Denis, puis des fois, je donnais de l'argent pour qu'il aille prendre la boisson. C'était petit, là, tu sais. Puis, à un moment donné, il y a un gars qui me dit, Serge, t'as-tu ça pour Léo? J'ai dit non. Il dit, ils l'ont trouvé mort dans la ruelle sur la rue Saint-Guinette. Il est mort, il est gelé. C'était dans l'hiver. Fait que ça veut dire que si tu tentes de slipper, ça tente de rechuter, ben, il y a des grosses chances que ça allait pas bien. Lui, en tout cas, ça n'a pas été bien. Lui, il m'a enlevé l'idée de le faire, en tout cas. Tu sais, c'est une leçon qu'il m'a donnée. C'est une maladie terrible, hein? Une maladie terrible qui nous apporte quand on dit la prison, la folie ou la mort. On le voit, puis avec ces années-là, mon Dieu, tu dois en avoir vu du monde partir comme ça, puis il a pas accroché. On va prendre une pause et on revient pour la suite. D'accord. Je me sentais seule, angoissée, agressive, et je m'apitoyais sur mon sort. Je voulais juste mourir. C'est pourquoi je continuais à boire. Personne n'aurait pu vivre un tel cauchemar. Puis j'ai assisté pour la première fois à une réunion des AA. À mesure qu'elle se racontait, j'ai découvert que toutes ces personnes avaient connu le même enfer. Je n'étais donc pas la seule. Elles m'ont aidé à cesser de boire et m'ont redonné le goût de vivre. Les alcooliques anonymes, ça fonctionne. Cherchez-nous dans l'annuaire téléphonique, dans votre journal ou sur aa.org. Vous écoutez présentement l'émission Un jour à la fois, en compagnie de Luc et son équipe. Nous sommes de retour à Un jour à la fois. Je vais vous lire un texte choisi par Serge dans les Réflexions de Bill, la page 115, l'essence de la croissance. N'ayons pas peur d'apporter les changements nécessaires. Il est certain que nous devons distinguer entre un changement pour le pire et une amélioration. Nous avons découvert, il y a longtemps, que lorsqu'un besoin se manifeste clairement chez un individu, dans un groupe ou dans l'ensemble du mouvement, nous ne pouvons pas rester les bras croisés en regardant ailleurs. L'essence de toute croissance réside dans le désir de changer pour le mieux et d'endosser pour toujours la responsabilité que cela entraîne. C'est vrai que le hasard fait bien les choses, comme qu'on disait pendant la pause. On est toujours avec Serge qui nous raconte son histoire, qui nous a laissé, qui nous parlait de la perte de son premier parrain, qui malheureusement la maladie a eu le dessus. Donc Serge, on est mordu à tes lèvres et on t'écoute. Merci. Ben c'est ça. Ça prouve que quand on retourne sur la rechute, on sait pas quoi. Tu sais, des fois, j'ai entendu du monde des fois qui dit oh, c'est pas grave, t'as rechuté, c'est pas grave, t'es revenu. OK, c'est correct, c'est pas grave parce que t'es revenu, mais tu sais pas à quel point c'est grave si tu reviens pas. C'est ça le problème. On sait pas si on va revenir. Et c'est ça, avec AA, moi, j'ai mon parrain qui est décédé. Après ça, j'ai eu un autre, une femme, une moraine qui était pas mal plus âgée que moi. Elle aussi, elle m'a aidé beaucoup dans mes étapes. Elle m'a aidé aussi à me mettre à genoux, puis à essayer de c'était qui Dieu, où voir Dieu. J'ai eu bien de la misère avec ça, avec le mot Dieu. Puis elle me disait mets-toi à genoux le soir puis remercie Dieu pour l'avoir pas bu aujourd'hui, de l'avoir gardé en vie, ainsi de suite. Mais j'étais pas capable. Puis un soir, j'étais chez nous, puis je me suis pas mis à genoux, j'étais trop orgueilleux.
Puis là, c'était ma première prière d'en haut, à part la prière de la sérénité, puis Notre Père. C'était, mon Dieu, je te remercie de m'avoir gardé sobre aujourd'hui, de pas avoir permis que je ne boive pas aujourd'hui. Excusez-moi si je sac, parce que je sac, là. J'ai rajouté, mais câlisse, je peux pas continuer comme ça, viens me chercher, parce que je suis écœuré. C'est ça. J'étais pas encore heureux, là, tu sais. Mais par contre, je buvais pas, je tenais bon. Et c'est ça, 24 heures à la fois, je faisais mes étapes. J'ai été lire en avant les étapes, comme ma moraine m'expliquait, va lire les étapes, puis va donner ton partage, puis va remercier, puis à un moment donné, dans ce temps-là, on appelait ça être président du groupe. On appelait ça être le président. Mais en avant, faire une présidence pour le groupe, ainsi de suite. Puis là, je faisais ça. Je faisais des efforts. Mais j'avais encore de la misère avec la foi. J'étais avec un groupe de jeunes qu'on se tenait ensemble. On n'était pas nombreux, mais on se tenait ensemble. On faisait des after meetings. On cherchait Dieu. Hey, ça se peut-tu? On cherchait Dieu. Et puis, on va revenir là-dessus, la recherche de Dieu. Moi. Puis là, à un moment donné, avec le temps, ma moraine, elle n'a pas eu longtemps. Elle est décédée, elle aussi. Elle est morte d'un cancer. Mais je l'aimais beaucoup. Elle m'a beaucoup aidé. Après, j'ai eu un troisième parrain. Lui, il s'appelle Marcel G. Lui aussi m'a donné un message, un gros message. Lui m'aidait beaucoup. Marcel m'aidait beaucoup. Marcel, lui, c'était le gars qui disait, s'il demandait quelque chose, il donnait une réponse côté positif et côté négatif. Et puis, j'allais le voir souvent, on se tenait ensemble beaucoup, tout ça. À un moment donné, moi, j'avais été avec lui au Parc La Fontaine. Il était tard le soir. Puis il y avait toutes les étoiles dans le ciel, tout ça. Puis il me dit à moi, il dit Serge, regarde au ciel. Il dit oui. Qu'est-ce que tu vois? Je vois des étoiles, des nuages. Je vois ça que je vois. Et tu vois pas Dieu? J'ai dit non, je vois pas Dieu là, moi. Il dit c'est sûr, il est pas là, il est en dedans de toi. Et Dieu est en dedans de toi. Ça m'a vraiment, c'est vrai, dans le fond, Dieu est à l'intérieur de soi. J'avais déjà entendu ça quelque part. J'ai commencé à méditer, faire beaucoup de méditation. Moi, je fais du yoga. Je faisais beaucoup de méditation, puis je méditais là-dessus. Dieu est à l'intérieur de soi. Quand tu as quelque chose à demander à Dieu, demande-lui à l'intérieur de toi. Demande-lui pas en haut, il est pas là. Parce que moi, je crois à ça. Puis Marcel, j'avais un de mes chums, il s'appelait Charles. C'était comme mon frère, moi j'avais pas de frère, j'ai 2 sœurs, puis j'avais pas de frère, puis lui c'était comme mon frère, il avait à peu près le même âge que moi. Puis lui, Charles, c'était un gars qui était comme moi, il avait des grosses obsessions de suicide, puis on se tenait ensemble, puis si t'as une obsession, appelle-moi, puis j'en ai une, va t'appeler, puis on s'aidait beaucoup là-dessus. Puis un jour, Charles, il m'a pas appelé, puis il s'est tiré une balle dans la tête. Ça m'a fait vraiment mal. Il m'en parle encore, puis ça m'a me cherché. Puis lui, par contre, en faisant ce geste-là, moi, j'ai vu toute la peine de ses parents. J'ai vu toute la peine que ça m'a causé à moi. Puis ça m'a comment enlevé l'obsession de suicide. À un moment donné, moi, j'avais encore des obsessions, mais beaucoup moins. À un moment donné, moi, j'étais à l'église Saint-Jacques au meeting. Et puis j'ai sorti de là, je filais pas. Puis je me suis en allé, j'ai dû aller prendre une marche. Je m'en allais sur la rue Saint-Denis en direction Notre-Dame. Et puis je savais pas où j'allais, mais je marchais. Puis là, monté la côte et descendu l'autre bord, m'en allais vers le fleuve. Puis j'ai arrivé face à face avec la chapelle de l'église, la chapelle Bon Secours. Puis ça, c'est une chapelle, si jamais vous avez la chance d'aller là, allez-y, parce que on sent un gros calme, une grande paix, là. Je suis rentré là, j'étais tout seul, dans la chapelle, il y avait personne. Mais j'étais assis dans un banc, puis là, j'ai parlé avec lui en haut, avec lui en dedans de moi. Puis j'ai parlé beaucoup, puis j'ai pleuré beaucoup. J'ai pleuré. Je sais pas combien de temps j'étais là. Mais quand j'ai sorti de là, j'étais comme en paix. Je suis sorti là. Puis après, mon obsession de suicide a vraiment arrêté à ce moment-là. Puis ça m'a aidé beaucoup, tu sais.
Mais c'est pas facile l'obsession suicide, parce que j'ai entendu un meeting, un conférencier qui disait l'obsession suicide, c'est un grand désespoir. Puis il disait, au désespoir, tu es la pire des souffrances. Puis je pense que c'est vrai, parce que je l'ai vécu, le désespoir, puis je sais c'est quoi. Puis je sais qu'il y en a qui le vivent encore aujourd'hui. J'en ai vu des gens qui le vivent. Puis moi, présentement, je fais de l'aide téléphonique à la région 87, le mardi. J'en entends des gens qui parlent, qui m'appellent, puis ainsi de suite. Il y en a beaucoup de désespoir là-dedans. Moi, j'ai continué à faire AA. Et vous savez, dans les années 67, dans ces années-là, il n'y avait pas des jetons à tous les mois, là. C'est comme aujourd'hui, tu avais un jeton à 3 mois en plastique, tu avais un jeton à 6 mois, puis à 1 an, tu avais un jeton encore en plastique. Je pense que j'étais bleu, je me rappelle bien, puis avec un gâteau. Après ça, à 2 ans, tu avais un médaillon en argent, signifiant ton 2 ans. Après ça, tous les ans, tu avais un gâteau, puis après ça, à 10 ans, tu avais un médaillon plaqué or. Puis après ça, tu n'avais plus de ça, tu avais des gâteaux, point. Mais c'est pas parce que je dis qu'aujourd'hui, c'est pas bon qu'il y ait des médaillons à tous les ans. J'ai rien contre ça. J'en ai une poche chez nous. J'ai rendu à 56 ans d'abstinence. J'en ai pas mal, des jetons. Mais c'est pas ça. Si je dis ça, c'est parce que moi, j'ai constaté quelque chose. Le médaillon de 10 ans en or, ils se sont trompés. A fait une grande erreur pour moi. Le médaillon de 10 ans aurait dû être en couleur rouge, pour signifier le danger. Parce qu'à 10 ans, on commence à penser qu'on est guéri. Je l'ai vécu. À 12 ans, je suis retourné, mais j'ai pas bu. J'ai laissé AA. Mon parrain disait, plus tu t'éloignes de AA, plus tu te rapproches de ton premier verre. Puis c'est vrai. J'ai été 6 ans que j'ai pas fait de meeting. Puis quand je suis revenu faire du meeting, j'ai eu de la misère à rentrer dans les salles, je me sentais plus chez nous. J'étais comme une slip. Dans le fond, c'est comme une rechute, mais une rechute mentale. J'ai pas pris de boisson, mais c'était comme une slip dans le fond. Après ça, je me disais, j'avais fait de l'aide téléphonique à ce moment-là sur la rue Saint-Hubert, dans les années 70. Puis là, je m'étais dit, qu'est-ce que je ferais pour revenir d'en haut puis que ça m'aiderait? Puis je me suis rappelé que je faisais de l'aide téléphonique, puis ça m'aidait beaucoup. Fait que je retournais faire de l'aide téléphonique. Puis ça m'a réintégré d'en haut. Parce que à l'aide téléphonique, quand tu vas là, tu donnes. Puis quand tu donnes, tu reçois. C'est en donnant qu'on reçoit. C'est dans n'importe quoi, c'est en donnant qu'on reçoit. Mon parrain me disait ça, Marcel. C'est ça, faut que tu fasses. Marcel m'a donné un 3e message. Après ça, j'ai plus eu de parrain, parce que je me suis dit, moi, tous les faire mourir. Fait que Marcel m'a donné un message, il m'a appelé chez nous à un moment donné, puis il m'a dit Serge, viens faire un tour chez nous, j'ai affaire à te parler. Puis là, j'ai dit correct, j'étais chez eux. Puis là, il m'a dit Serge, là, à partir d'aujourd'hui, je ne suis plus ton parrain. J'ai dit bon, pourquoi? Pourquoi j'ai-tu fait quelque chose de pas correct? Il dit non, tu es correct, il n'y a pas de problème là. Et c'est parce que moi, j'ai 30 ans d'abstinence, puis je crois que je peux retourner boire. Ouais. Et j'ai compris en méditant sur ça que dans son mouvement d'amour, de sagesse, te laisse libre, complètement libre. Tu peux aller boire si tu veux. Moi, si je parle là, puis si après je dis moi je m'en vais prendre une bière, personne. Le monde m'a dit fais pas ça, mais si je veux absolument y aller, moi y aller. Puis lui il est retourné boire. Puis il est jamais revenu d'en haut. Je l'ai entendu parler plusieurs années plus tard, mais il est jamais revenu d'en haut. Il a jamais arrêté de boire après. Il est retombé, comme quand il avait laissé. Fait que c'est ça un peu, là, tu sais. Puis moi, d'en haut, j'ai fait beaucoup d'activités. C'est ça qui m'a aidé à rester sobre. C'est ça qui m'a aidé à être abstinent. Mon épouse m'a accompagné souvent dans des groupes, très souvent. Même, j'ai fait le groupe de ça des oiseaux de nuit à la cathédrale. C'est un groupe qui était à 2h du matin, ça. Le meeting à 2h du matin, c'est pour les gars les chauffeurs de taxi, puis les gars qui travaillaient dans un club, ils allaient faire un meeting, là. C'était le mercredi soir. J'allais là faire ce groupe-là. J'étais très actif. C'est ça qui m'a aidé à pas boire, à rester arrêté. Wow, quelle belle façon de parler du mouvement puis qu'est-ce qu'il faut faire, tu sais, rester actif. Mais j'ai accroché aussi sur ton dernier parrain, là, 30 ans puis retourne boire, tu sais,
C'est fou comment que ça peut venir chercher même après tant d'années, on n'est jamais à l'abri. Non. On va prendre une pause et on revient pour la suite du partage. Ce dont je me souviens le plus souvent, c'est la solitude que je ressentais. L'isolement au milieu du monde. À la fin, je trouvais plus de plaisir à boire. Depuis que j'ai commencé à assister aux réunions des AA, je me sens revivre. Et c'est peut-être ce que j'ai vécu de plus important. Je m'aime réellement moi-même. Et c'est très bon. Les AA sont comme un miracle dans ma vie. Les alcooliques anonymes, ça fonctionne. Cherchez-nous dans l'annuaire téléphonique, dans votre journal ou sur aa.org. Vous écoutez présentement l'émission Un jour à la fois, en compagnie de Luc et son équipe. Nous sommes de retour à l'émission Un jour à la fois. Je vous invite à visiter notre site internet unjouralafoi-émission.org. Vous allez trouver nos podcasts, des émissions archivées de 2017 à aujourd'hui. Vous allez aussi pouvoir les écouter sur la plateforme de votre choix. Vous allez aussi trouver les diverses heures de diffusion de nos collaborateurs radio ainsi qu'une adresse courriel. Si vous avez des questions, des commentaires ou peut-être même venir partager votre expérience, votre vie en studio avec nous. Je vous invite aussi à passer via le site de la région Montréal-Montérégie, aa87.org. On continue le partage avec Serge, que je suis abasourdi avec toute l'expérience et toute l'expérience dans le mouvement, les hauts, les bas, être un témoin de ça, de toute cette maladie-là, comment elle peut nous apporter loin. Donc, Serge, je te laisse continuer. Merci. C'est ça. Avec là, avec AA, avec les années passent, ainsi de suite. Moi, ça fait en réalité les 2/3 de ma vie que j'ai vécu dans AA. Les 2/3. Aujourd'hui, j'ai 80 ans. Et puis, je me sens pas comme un gars de 80 ans. Je me sens comme un gars qui est pas si vieux que ça. Et puis, moi, je pense que avec AA, j'ai acquéri, je me suis sorti de cette maladie-là, malgré que je suis toujours alcoolique quand même. La maladie, elle reste quand même. Mais je suis venu à bout de vivre une vie heureuse, en paix. J'ai 2 enfants, j'ai une femme que j'adore. On est encore ensemble. Puis, j'écoute pas, moi, les gens. J'écoute juste qu'est-ce que moi, je ressens. Je vais vous conter une expérience. Moi, j'ai, à l'âge que j'ai, là, à l'âge de 75 ans, moi, j'étais un motocycliste. J'ai toujours eu une moto. Toujours eu une moto. À 70 ans, j'ai arrêté de faire de la moto. Puis à 75 ans, j'ai refait de la moto. Parce que moi, c'est bon pour moi, puis j'aime ça, puis j'en fais. Puis, mon fils m'a donné une moto à l'âge de 77 ans. Il m'a acheté une moto. C'est un gars qui a de l'argent un peu. Il m'a acheté une moto pour mon cadeau de fête des pères. Il m'a acheté une indienne. Puis, je fais de la moto. Mais quand je suis là-dessus, là, c'est comme si je prie, moi, sur ma moto. Je m'en vais, puis je regarde tout ce qui passe. Tu sais, je médite, Colin, quasiment sur ma moto. Je vois les paysages, puis je trouve ça merveilleux. Puis ça me fait du bien. Aussi, à un moment donné, mon fils m'appelle, un de mon autre fils m'appelle, il me dit j'aimerais ça, père, t'aimerais ça venir travailler avec nous autres? Ça fait quand même, j'ai arrêté de travailler à l'âge de 60 ans, j'étais à ma retraite. Puis, je te dirais pas ça, peut-être aller travailler, livrer dans un restaurant béni. Ah, ça serait le fun. Moi, j'ai déjà fait ça dans le passé, on va le faire. Fait que j'ai été le faire, j'étais pas dépanné pour 2-3 mois. J'ai dit, OK, fait que j'ai été faire ça. Mais j'ai aimé ça, parce que j'aime ça travailler, puis ça me sort de mon ordinaire. J'ai retourné chez nous après, j'ai laissé il avait plus besoin de moi. J'ai retourné chez nous, puis j'ai passé avec ma moto devant le restaurant Benny à Chambly. Puis là, je me suis dit, je devrais aller voir, peut-être qu'il m'engagerait. J'ai 78 ans, puis moi j'appelle le petit crosseur là, dans ma tête. Il dit non, t'es bien trop vieux, ils prendront pas. Puis là, après ça, je suis venu pour l'écouter, après ça, il me dit non, je vais y aller. Là, j'ai rentré là au restaurant avec mon casque de moto dans les mains. Le gars, il vient me voir, il me dit vous cherchez-vous quelque chose, monsieur? J'ai dit moi là, m'a dit là, j'ai 77 ans. Puis moi, j'aimerais ça. Moi, j'ai déjà fait ça, ce travail-là. Il fait la livraison, puis je m'en viens pour faire la livraison. Puis il m'a engagé. Ça fait 2 ans que j'étais avec eux autres. Puis, il en capote de voir ça. Mais moi, ça me fait du bien. C'est pas vraiment pour l'argent, mais ça me fait du bien de faire ça.
C'est comme la moto, c'est pareil. Aujourd'hui, j'ai 80. Un matin, j'étais sur ma moto. Le matin, moi, je pars avec ma moto. On va vous donner une petite expérience de moto. À un moment donné, je m'en vais. Moi, je fais des petites routes de campagne, là, tu sais, des petits rangs. Là. Puis là, il y a un gars moi, je roule à peu près à une vitesse de 70 km/h. Moi, je roule à peu près 70 km/h. Là, il arrive quelqu'un en arrière de moi avec un auto, mais lui, il me pousse dans le derrière parce que lui, il est plus vite. Puis il peut pas me dépasser parce qu'il y a une curve. Puis moi, ben, je me dis non, moi, je regarde. Parce que je roule, puis je vois le paysage, puis j'admire le paysage, puis merci mon Dieu, puis je suis beau, puis c'est beau, puis ainsi de suite. Mais lui, il me gosse, là. Il me gosse en tabarnak, là. Puis là, il passe à côté de moi, là. Là, il ment en tabarnak, là. Là, je commence à sacrer après lui. Il me dépasse. Mais ça a duré à peu près 10-15 minutes de temps que je sacrais encore après lui. J'étais sur ma moto, puis je roulais. Puis après ça, je me suis calmé, puis je me suis remis à essayer de méditer un peu, là, tu sais, penser un peu. Puis là, je me suis dit, vois-tu, là, Serge, là, t'as sacré pendant 15 minutes après un gars, puis t'as perdu 15 minutes de beau paysage. Tu sais, pendant que tu fais ça, tu perds le reste, tu sais. Fait que ça m'a donné un genre de petite leçon, ça, tu sais. Mais moi, je trouve que dans les alcooliques anonymes, on est chanceux. Moi, en tout cas, parler pour moi, là, parler en moi, là, moi, je suis chanceux. Je suis chanceux de pas boire aujourd'hui, d'avoir la santé que j'ai, d'être capable de donner puis de recevoir. Puis mon parrain, Martial, m'avait dit à un moment donné aussi, moi, je parlais tout le temps, je disais, moi, de l'argent, ça m'intéresse pas. Moi, là, en autant que j'ai une place pour coucher, une place pour manger, moi, ça m'intéresse pas. Et ça t'intéresse pas de l'argent. Ben, de l'argent, là, le matériel, ça en prend aujourd'hui pour vivre. Si tu passes ton temps à dire que ça t'intéresse pas, viens pas chialer parce que t'en as pas. Il dit, tout le matériel que t'as, tout ça, l'argent, le matériel que t'as, c'est à toi, c'est des cadeaux, c'est ça, c'est à toi. Mais c'est pas à toi, vraiment. Ils peuvent tu peux les perdre. Puis là, si t'es perds, ben là, il faut que tu sois capable d'accepter que t'as perdu ta maison, que t'as perdu ton char. Parce que pour une raison, pour une autre. Mais il faut pas cracher sur l'argent parce que le matériel, il est nécessaire dans notre vie. On vit dans un monde matériel. Fait que moi, des fois, j'entends des membres qui disent « Oh, moi, je suis pas chanceux, j'ai rien dans la vie. » Ben oui, t'as rien parce que tu veux rien. Tu sais, ça fait penser l'histoire du gars qui meurt puis il arrive au paradis devant Saint-Pierre. C'est une histoire. Et puis, il parle avec Saint-Pierre, puis il rencontre Dieu. Puis là, il voit à côté de lui un paquet de cadeaux, il est tout enveloppé, là. Puis il dit à Dieu, Dieu, c'est à qui tous ces cadeaux-là? C'est pour qui? Dieu, il répond, ça c'était tout pour toi, mais tu les as pas pris. C'est ça, dans le fond, tu sais. Mais moi, au niveau pas encore pour moi, l'expérience que j'ai dans le fait de pas boire, on est toujours proche du premier verre. Ça m'a été prouvé, là, à un moment donné. J'avais 62 ans. J'avais donc à peu près 40 ans d'abstinence, peut-être. Puis, ma femme, elle prend de boisson. Elle prend un verre de vin. Elle n'est pas alcoolique, elle prend un verre de vin. Elle a le droit. C'est moi qui m'a l'air du poêle. Puis, elle prend un petit verre de vin. Puis là, j'avais pris ma retraite. Puis, les enfants sont partis. Puis là, j'ai dit à ma femme, sais-tu, puis j'étais sérieux, j'avais pas soif, là. J'avais aucune pensée, là, j'ai dit à ma femme, sais-tu, je pense que je vais prendre un petit verre de vin avec toi. Après tant d'années, je peux prendre un petit verre de vin. Puis elle m'a répondu, oh non, fais pas ça, j'aimerais pas ça que tu fasses ça parce que je te reconnaîtrais plus, parce qu'elle, elle m'a jamais vu boire. J'ai rencontré ma femme, j'étais déjà dans le. Mais c'est pour montrer que l'alcoolisme, la maladie est toujours là, elle est sournoise, puis ça m'a passé dans la tête. J'aurais pu arriver pour prendre mon premier verre de vin, puis après où j'aurais arrêté, jusqu'à où j'ai arrêté, je ne sais pas. Mais merci mon Dieu, je l'ai pas fait, tu sais. Moi, j'ai fait ça, le temps d'en haut, là, c'est pas important. C'est pas important. Que t'aies 10 ans, que t'aies 2 ans, que t'aies 5 ans, que t'aies 60 ans, comme tu veux. C'est pas ça qui est important. L'important, c'est d'être heureux dans ton 24 heures. D'être heureux. Aujourd'hui, d'être heureux, c'est ça qui est important. Moi, je vois l'abstinence d'en haut, je vois ça, moi, un peu. J'avais fait une méditation là-dessus, puis je vois ça comme une montagne. Une montagne, tu sais. Dans une montagne, t'as des sentiers, tu sais. Fait que, tu vas,
quand tu marches dans le sentier, tu montes. À tous les kilomètres, ça représente 1 an d'abstinence. Fait que là, t'avances. Mais là, quand tu t'avances plus t'avances, plus les années passent, c'est normal. Moi, je vais vous dire, là, je suis rendu à 56 ans, je suis rendu au 56 000 kilomètres en montagne. Mais moi, je peux vous dire qu'en regardant en arrière, je vois tout ça, le chemin que j'ai fait, tout ce que j'ai fait, puis où je suis rendu. Mais quelque chose que je veux dire que par là, vous aviser là-dessus, c'est même au 56e kilomètre, là, ben, il y a encore des roches puis des trous, des branches. Puis tu vas encore travailler. Je travaille encore sur ma sobriété aujourd'hui. J'ai encore des moments où ma femme a eu un cancer, il a fallu que je passe au travers. Toutes des affaires dans la vie qui nous arrivent. Moi, je demande à mon aide suprême souvent de m'aider à passer ma journée. Le matin, je me lève, je me dis, c'est encore en vie aujourd'hui, tabarnak, je suis chanceux, hein. Puis là, merci mon Dieu, essaye donc de faire que je fasse une belle journée aujourd'hui. Moi, je crois, j'ai la foi, je crois. Puis c'est ça qui m'aide beaucoup d'en haut aussi. Mais quand tu commences d'en haut, c'est sûr c'est dur, c'est pas facile. Je me rappelle quand je suis rentré dans le mouvement à l'église Saint-Jacques, j'ai passé peut-être 3 fois devant l'église, puis je rentrais pas, j'avais peur parce que je me disais qu'est-ce qu'ils vont faire, qu'est-ce qu'ils vont me dire. Tu sais, puis quand j'ai rentré après, la première chose qu'on m'a dit quand j'ai rentré dans haut, ça avait fait mon affaire à l'église Saint-Jacques. Une des premières choses qu'on m'a dit, l'alcoolisme, c'est une maladie. Puis moi, je pensais pas que c'était une maladie. Moi, je pensais que j'étais un chien, un sale, un rat, parce que le monde me traitait de même. T'es un petit chien, toi, tu sais, pis je faisais des affaires pas correctes, fait que c'est sûr que j'avais... Mais le fait de savoir que j'étais une maladie, pour moi, ça m'a comme aidé beaucoup. Fait que quand pour la nouvelle, moi, je pense que si tu fais fais-les une journée à la fois, puis essaye de faire des étapes. Mais t'es pas obligé de tout faire les étapes d'une journée, là. Fais ça une journée à la fois. La première étape, deuxième étape, puis beaucoup de littérature. Puis faut que tu donnes d'abord. Fait que c'est ça. Ça aussi, c'est des bons trucs, c'est les étapes, la littérature. Je suis mordu à l'expérience d'Alcooliques Anonymes au travers des années, tu sais, de voir tout le cheminement. Tu me disais qu'au début, quand t'es rentré, tu pensais que t'étais un chien, un rat, mais avec le temps, ça s'adoucit, tu sais. Puis aujourd'hui, on devient des belles personnes. On va aller à une pause et on revient pour le 4e segment. Si l'alcool a perdu de son charme pour toi et si tu ne peux pas arrêter de boire, j'ai fait quelque chose et ma vie a changé. J'ai maintenant des amis qui m'acceptent pour ce que je suis. Nous sommes dans l'annuaire téléphonique, votre journal local ou sur le web. Les Alcooliques Anonymes. Vous écoutez présentement l'émission Un jour à la fois, en compagnie de Luc et son équipe. Nous sommes de retour à l'émission Un jour à la fois. Si vous souhaitez en apprendre davantage sur notre beau mouvement, je vous invite à consulter le site internet aa-org. Vous allez trouver beaucoup d'informations sur ce site, incluant le numéro de la Ligue d'aide téléphonique qui est disponible, comme que Serge vous en parle depuis tantôt. Un numéro assez important à avoir. Il y a des gens de cœur qui sont derrière là, qui attendent ça pour vous aider, pour venir en aide, pour vous écouter. Là. Des gens comme Serge qui sont prêts à se dévouer pour vous. Je vous invite aussi à regarder la liste des meetings, des réunions près de chez vous. Il y en a aussi en Zoom. Vous pouvez télécharger l'application Meeting Guide. Vous allez aussi trouver un paquet de réponses sur la structure des AA. Donc on est de retour avec Serge pour le dernier segment de l'émission. Donc Serge nous parlait avant qu'on parte. Il nous parlait des étapes, il nous parlait de conseils aux nouveaux. Donc, je te laisse aller pour la suite. Merci beaucoup. Ben c'est ça, là, les Alcooliques Anonymes, pour moi, c'est une grande famille. Moi, avec les Alcooliques Anonymes, j'ai fait beaucoup d'amis. C'est ça qui est important dans AA, c'est être heureux, apprendre à vivre sans boire, mais être heureux. C'est ça qui est l'important pour moi dans AA. Il y a beaucoup d'activités dans AA. On peut même aller jouer au golf avec des amis dans AA. C'est un social. AA, c'est un social. AA, pour moi, c'est pas une place où on s'en va là puis on vit plus. Ben non, au contraire, on vit. On apprend à vivre, mais la vraie vie. La vie saine, une vie d'amour,
Et puis, on s'est beaucoup d'amis. C'est ça. Moi, en fin de compte, dans toutes ces années-là que j'ai passées dans A, avec A, ça m'a apporté beaucoup de bonheur. Je me rappelle, vous savez, moi, en tout cas, je suis fatigué avec ça, mais moi, je crois, puis j'ai la foi, puis je me rappelle une expérience. Ma femme voulait avoir une maison. Mais moi, j'en voulais pas de maison. Parce que je restais à Montréal, puis tant que je vais travailler, j'en veux pas. Puis là, à un moment donné, vous savez, une femme a fait une tour par avoir ce qu'elle veut. Puis là, en fin de compte, je demande à Dieu dans une méditation une maison. J'aimerais ça avoir une maison neuve, en dehors de Montréal, parce que là, j'étais à ma retraite. Puis je voudrais avoir une maison. Parce que mon parrain, Marcel, dans le temps, me disait tout le temps, quand tu demandes quelque chose à Dieu, faut que tu précises. Faut que tu demandes exactement ce que tu veux. Parce que tu peux avoir des surprises. Fait que moi, je demandais une maison tel modèle, ainsi de suite. Puis, je veux pas payer plus cher que 150 000 dans ce temps-là. C'est à peu près, tu sais, j'étais assez précis. Puis même que j'ai dit, en passant, là, j'aimerais ça que dans la maison, il y ait un foyer, tu sais. Fait que là, ça restait là. J'ai laissé aller ça. Tu laisses aller ça, hein. Puis là, en fin de compte, je dis à ma femme, on va l'acheter à la maison. Je prends un agent d'immeuble, ainsi de suite. Moi, je voulais avoir une maison, ça arrive nord. Puis, en fin de compte, le gars, l'agent d'immeuble m'envoie une photo d'une maison, mais ça arrive sud. Mais la maison était belle. J'ai dit, ouais, elle était dans mes prix, pas ça. J'ai dit, je vais aller la voir avant d'amener ma femme, je vais aller la voir. Je prends ma moto, je m'en vais faire un tour là. C'est une belle petite maison semi-détachée. Ça va bien de l'allure. Je demande à ma femme, on va aller voir la maison. Si tu veux, on va la voir. Là, elle vient voir ça. Un nouveau développement. C'était beau. Tu vois, j'aimerais ça, mais on connaît pas personne. Puis c'est pas grave, on va en connaître. Puis là, en fin de compte, on dit, OK, on veut une visite pour la maison. Mais là, quand on est rentré dans la maison, moi, en rentrant dans cette maison-là, j'ai senti que j'étais bien. En rentrant. Puis aux surprises, dans le salon, il y avait un foyer. Et lui, en haut, il m'avait même écouté. Pour une fois, il m'écoutait, tu sais. Mais moi, je trouve que d'en haut, on peut avoir plein de belles expériences. Mais aussi, en tout cas, c'est pas obligé, là, mais moi, je trouve qu'avec la foi, là, ça avance mieux d'en haut. Tu sais, ça avance mieux dans ta vie. Moi, en tout cas, je le fais. Il était avec moi, puis quand j'ai quelque chose, puis ça m'aide. Quand ma femme est tombée malade, c'est bien découragé. En plus, elle se fait opérer dans le temps de la COVID. J'ai même pas le droit d'aller la voir. C'était pas facile. Puis, mais lui, il était collecté, puis je faisais de la méditation, puis elle s'en est sortie. Fait que c'est comme ça, tu sais. Moi, avec Aura, ma vie a été super belle. J'ai deux beaux enfants. J'ai un petit-fils. J'ai une belle vie. J'ai la santé. C'est ça qui est important, la santé. Je pensais jamais d'avoir la santé. J'ai un de mes chums, Ben, qui était dans haut avec moi, mais c'est un gars in and out. Il prenait la boisson, de la drogue, puis il revenait, puis il repartait, tout ça. Là, 2 jours, j'ai été à son chevet, là, il était en soins palliatifs, je crois des 2 ans. Puis il me disait, pourquoi moi? Ben, parce que t'as pas voulu arrêter de boire. Parce que toi, t'as pas fait attention. Parce que toi, t'as brûlé la chandelle des 2 bouts. Puis moi, ben, je l'ai pas faite. Puis moi, là, ben, je le mérite d'être en santé. Parce que j'ai travaillé pour ma santé. Tu sais, j'ai pas bu, j'ai arrêté de boire, j'ai arrêté de fumer, la drogue, j'en prends pas, mais on lui m'a pris, mais je n'aurais plus, j'aurais arrêté. Puis c'est pour ça que je suis en santé. Toi, tu l'as pas fait, ben, c'est ça l'importance. Dans la santé, ça vient pas tout seul. Ça vient pas tout seul. Avec on retrouve la santé. C'est ça qui est important dans moi, dans ma vie, j'ai un fils. Mais j'ai 2 fils. Un fils qui est militaire. Mais là, présentement, il est malade parce qu'il a fait de la guerre en Afghanistan. Ça, c'était très dur pour moi et ma femme. Quand il était à la guerre, moi, j'ai pleuré beaucoup, puis j'avais beaucoup peur pour lui, ainsi de suite. Puis je demandais à lui en haut, aide-moi, puis je veux pas qu'il arrive rien à mon gars. Puis mon gars, ben, il est revenu, mais il est revenu malade. Aujourd'hui, il est poigné avec... il était un gars qui était alcoolique. Puis il voulait pas arrêter de boire. Puis à un moment donné, ben je demandais à lui en haut, aide-moi pour essayer qu'il arrête de boire. Puis là, à un moment donné, j'avais plus rien à faire, je pouvais plus rien faire avec. Puis j'étais après à me rendre malade de penser à lui, à me morfondre pour lui. Puis là, je me suis mis à genoux. Puis j'ai dit, garde, je te le donne. Fais-en ce que tu veux. Moi, je peux plus rien faire avec.
Puis là, à un moment donné, au bout d'un mois peut-être, il m'a appelé, puis il m'a dit, Père, comment t'as fait pour arrêter de boire? Puis là, j'ai dit, toi, dans ton cas, tu devrais aller en désintox. Puis il a été en désintox, bon, comment il s'appelle, là, en tout cas. Puis, mais par contre, lui, il a jamais voulu faire AA. Il a jamais voulu faire AA. Il boit plus, ça fait 15 ans. Mais j'ai dit l'autre fois, j'ai dit, Stéphane, la différence entre moi et toi, t'es comme un naufragé sur une île déserte. Moi, quand je file pas, j'ai une place à aller. Je m'en vais faire un meeting, je vais voir les gens. Hey, je file pas, les gars vont m'aider, les filles vont m'aider. Toi, quand tu files pas, des fois tu m'appelles, moi t'aider. Mais si tu serais dans haut, tu pourrais aller voir la gang, puis ils pourraient t'aider. C'est ça l'importance de la fraternité d'en haut. Si on se tient. Vous savez, on va finir avec ça. Vous savez, AA, c'est un beau mouvement, hein? C'est une belle association, c'est une belle fraternité, c'est mondial. Mais ça marche pas tout seul, AA. Mon parrain Marcel me disait ça. Ça marche pas tout seul. Ça prend des gars comme nous autres, qui vont donner le message, qui vont répondre au téléphone, ça prend du monde pour travailler dans A. On a besoin d'A, besoin des gars, des filles, pour travailler, pour donner à celui qui souffre. Moi, c'est pour ça que je viens ici, pour bien rester chez nous. Je viens ici le mardi, tous les mardis après-midi, je viens ici. Ça fait 8 ans là, que je viens ici, à tous les mardis après-midi. Des fois, ça me tente pas. Je me dis non, tu y vas. Vas-y, parce qu'il faut que tu donnes. Tu as reçu, là? Il faut que tu donnes. Vas-y. Puis ça prend du monde. Si on n'a pas personne qui vient ici, là, aider, là, ben, va mourir. Va mourir, il n'aura plus d'or. Parce que ça prend des serviteurs. C'est pour ça que, s'il y a des nouveaux dans la salle, qui m'écoutent, pas dans la salle, mais qui m'écoutent, moi, je te conseille, je te suggère de faire des activités dehors. Faire des activités. RFG, la tâche que j'ai faite, la tâche où je sais faire ça. J'aimais pas faire ça. Mon parrain, il dit, t'aimes pas ça, faire ça? Non, ben, vas-y. Parce que c'est justement parce que t'aimes pas ça, faut que tu y ailles, faut que tu apprennes à aimer ça. Ils ont besoin des RSG. Tu vas connaître ça. Ouais, après ça, je commençais à comprendre le système, ainsi de suite. Je me suis mis à aimer ça. Puis ça en prend des RSG. Ça prend des gars au téléphone, ça prend du monde d'en haut. Ça prend des femmes, des hommes. C'est ça. C'est ça la vie d'en haut, tu sais. Moi, je n'aurais pas, là, même aujourd'hui, là, je sais pas si je retournerai pas boire. Je sais pas. Parce que j'allais essayer d'arrêter de faire du meeting, d'arrêter de faire des activités d'en haut, d'arrêter d'aller dans des réunions, m'éloigner dehors, puis c'est incroyable que ça me fait en dedans. Je reviens comme avant. Ma femme m'a dit, c'est aussi bien d'aller boire, c'est rendu fou comme de la marde. Tu sais, on va faire du meeting ou on va boire, là. Tu sais, ça n'a pas de bon sens. Tu sais, parce que là, on dirait que l'ancien Serge revenait, tu sais. Ben, aussitôt que je fais du meeting, quand ça fait le pas, mon parrain Marcel, il disait, quand ça te tente pas de faire du meeting, là, c'est parce que t'en as besoin. Donne-toi un coup de pied dans le derrière, puis vas-y. Là, c'est parce que t'en as besoin. Des fois, tu dis, je voudrais puis avoir aussi un groupe d'attache. C'est très important pour le nouveau. Un groupe d'attache. Tu t'en vas dans un groupe où que tu vas te sentir bien. Tu vas dire, moi, ce groupe-là, là, je vais venir à tous les mardis, ou à tous les lundis, la journée où ça te plaît. Puis moi, ce groupe-là, moi, en faire d'autres, mais ce groupe-là, je vais y aller régulièrement. Là, tu vas te faire des amis. Puis la meilleure façon aussi pour, la plus belle job d'en haut, que je trouve surtout pour le nouveau, c'est le café. Tu t'en vas au café. C'est toi qui fais le café. Faut que t'arrives une demi-heure avant. T'arrives là. Tu fais le café. Tout le monde va te donner la main. Ils vont tous te dire, hey, tu fais du Christ de bon café, même si c'est pas vrai des fois. C'est ça, dans le fond. C'est ça, en fin de compte. Wow. Je vous remercie beaucoup. C'est comme ça un petit peu mon partage que je donne. Là. Puis je souhaite que s'il y a des nouveaux qui m'écoutent, là, je souhaite juste une chose, que tu essaye là, tu vois, ça vaut la peine. Puis si moi j'ai réussi, là, toi aussi t'es capable de réussir. Ça, c'est sûr. Merci beaucoup. Merci Serge. Merci pour ton partage. Merci. Je sais aussi à te remercier
à te remercier pour l'implication à l'aide téléphonique. Vous faites un travail colossal, la première ligne souvent avec d'autres alcooliques qui essayent de rentrer dans le mouvement, qui essayent d'accrocher, puis c'est très important qu'est-ce que vous faites. Donc, merci beaucoup. Je tiens à remercier tous les participants à cette émission, notre invité, bien sûr, Serge, nos auditeurs, toute notre équipe, au montage, Patrick en studio aujourd'hui comme tech, nos collaborateurs radio, ici votre animateur Luc, et je vous souhaite une bonne semaine, bon 24.